une rivière traverse, mais ce couillon tombe dans l'eau et se trempe les fesses. 1000 fois merci, riche damoiseau. Le Robin des Bois courageux, gentleman qui manie l'humour et l'ironie, le voleur des riches, est un grand classique du cinéma. Mais là où on l'a laissé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire à l'extrême fin du XVIe siècle, Robin Hood est encore loin d'être tout cela. Mais alors, comment est-il devenu cet archétype de bandit au grand cœur qu'on connaît toutes et tous ? C'est ce que je vais vous raconter là maintenant tout de suite. Culture et préjugés. Hello et bienvenue dans cet épisode, le deuxième du double épisode consacré à Robin des Bois. Dans l'épisode précédent, on s'était donc arrêté à la toute fin du XVIe siècle, quand Robin est enfin devenu noble. Le cinéma hollywoodien est encore loin, mais le Robin des Bois en collant et à chapeau à plumes, lui, n'est plus très loin. Allez, c'est parti. Disons-le tout de suite, je vais passer assez rapidement sur le XVIIe siècle qui n'apporte pas vraiment de changement majeur dans la légende de Robin des Bois, si ce n'est la création de nouveaux textes, dont les fameux broadsides dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Vous savez, ces feuillets volants imprimés sur du mauvais papier qui diffusent très largement les ballades de Robin des Bois et dans lesquels on trouve de nouveaux personnages comme le ménestrel Alan O'Dale par exemple. Et au XVIIe, on trouve aussi Robin dans Shakespeare, c'est vous dire s'il est populaire. D'ailleurs, à cette époque, on a tendance à qualifier de Robin des Bois les insurgés de tous bords. Enfin, ce sont surtout les classes dominantes qui utilisent ce sobriquet pour disqualifier les dits insurgés. Mais passons, c'est plutôt le XVIIIe siècle qui nous intéresse. La popularité de Robin est définitivement assise, à tel point qu'à Londres naît la Robin Hood Society, une société populaire où petits bourgeois et commerçants viennent notamment débattre de politique, autour d'une chopine bien sûr. Côté littérature, les éditions populaires se multiplient, mais il y en a une particulièrement qui va avoir une énorme influence sur les écrivains du XIXe siècle. C'est celle de Joseph Ritson. En 1795, c'est-à-dire à la toute fin du siècle, il publie la première étude érudite des sources de Robin des Bois. Dans cette étude exhaustive, il reprend les 38 ballades connues et la geste médiévale pour en faire un récit continu. Ritson était persuadé que Robin avait vraiment existé, à tel point qu'il va écrire une vie de Robin des Bois en guise de préface, avec une généalogie complètement imaginaire qui fait remonter Robin à l'époque des Normands. Parlons des Normands justement et faisons un petit rappel historique. Au XIe siècle, Guillaume dit le Bâtard, celui qu'on appellera par la suite Guillaume le Conquérant, est duc de Normandie, et à la faveur d'une crise de succession en Angleterre, envahit le territoire où vivent alors les Saxons. Après la bataille d'Hastings, en 1066, dont il sort victorieux, il devient roi d'Angleterre et les Normands remplacent peu à peu les Saxons au poste clé du royaume. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Ritson va être l'un des premiers à désigner les Normands comme adversaires. Il introduit cette idée sans trop insister, mais on le verra plus loin, c'est une théorie qui va faire long feu et être très largement reprise. Mais ce n'est pas tout. Joseph Ritson est aussi un grand partisan de la Révolution française, et ça se sent dans son édition des ballades de Robin des Bois. En fait, il est bien embêté que Robin ait été transformé en aristo, ça l'arrange pas lui. Il préfère voir en Robin des Bois un héros subversif et radical, un symbole de lutte contre le passé. Et c'est Ritson qui va très largement transformer Robin en bandit au grand cœur qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Vous voyez, ça fait plus de 600 ans que Robin des Bois existe, mais ça fait seulement 200 ans qu'il vole les riches. C'est tout récent. Toutes ces nouvelles idées autour de Robin des Bois vont être très largement reprises grâce à l'immense succès du livre de Ritson, qui sera réédité tout au long du XIXe siècle dans un contexte qui, vous allez le voir, est fort propice. Le XIXe siècle, c'est le siècle de la redécouverte du Moyen-Âge, d'un point de vue érudit tout d'abord, mais pas seulement, loin de là. C'est le siècle du médiévalisme.
Le médiévalisme, c'est une forme de goût pour la période médiévale avec des représentations du Moyen-Âge adaptées aux préoccupations de l'époque dans laquelle elles sont créées. Cette perception est donc déformée selon les envies ou les peurs des gens de l'époque. Le médiévalisme est très prégnant au XIXe siècle des deux côtés de la Manche, avec, en France, pour citer le plus célèbre exemple, le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. En Angleterre, le médiévalisme est notamment retranscrit à travers le mouvement du Gothic Revival, qui s'exprime dans tous les domaines. Le mobilier, les tissus, la décoration d'intérieur et bien sûr la peinture, à travers le mouvement très populaire des pré-raphaélites, dont le style et les sujets traités auront une très grande influence sur le cinéma. Bien plus tard donc. Dans l'Angleterre du XIXe siècle, qui n'a connu ni révolution, ni lutte entre l'État et l'Église comme en France, rappelons-le, la référence au Moyen-Âge sert à affirmer une identité nationale, notamment dans le cadre des conflits avec la France de Napoléon à cette époque-là. On parle aussi de médiévalisme victorien, qui se veut être une réaction aux contraintes de la nouvelle société industrielle. Dans ce Moyen-Âge fantasmé, il n'y a pas de conflit entre l'homme et la nature, comme avec l'industrie justement. Les hommes respectent un code d'honneur, ils sont courageux, fidèles, capables d'actions héroïques, bla bla bla. C'est donc un univers complètement fantasmé qui provoque une sorte de retour à un idéal chevaleresque et qui va donner naissance à la notion de Merry England, qu'on peut traduire par l'Angleterre joyeuse, tout comme les compagnons de Robin des Bois sont devenus des Merry Men, des joyeux compagnons. Bien évidemment, dans ce retour au Moyen-Âge, on convoque la tradition littéraire médiévale et on remet en avant les grands héros des temps jadis, comme le roi Arthur ou Robin des Bois. Et les derniers détails de la légende de notre Robin Hood vont être gravés dans le marbre à la faveur de cette période toute particulière qu'on appelle le romantisme, grâce à un roman qui va marquer définitivement les esprits. Ce roman, c'est Ivanhoe de Walter Scott. Walter Scott n'est pas anglais, mais écossais, et décide dans les premières décennies du XIXe siècle de se tourner vers l'histoire anglaise pour élargir son public. Il va donc utiliser la légende de Robin des Bois pour écrire son roman, Ivanhoe, paru en 1819, un livre qui va littéralement lancer la mode du roman historique. La particularité de ce livre, c'est qu'il reprend la légende de Robin des Bois sans faire de Robin des Bois le héros de l'aventure. L'histoire se déroule au XIIe siècle, sous le règne de Richard Cœur de Lion, alors que celui-ci est prisonnier sur le continent, du moins le croit-on. Nous, on est habitués à ce contexte historique, mais en fait, c'est la popularité du roman de Walter Scott qui va définitivement ancrer la période de l'emprisonnement de Richard comme contexte politique aux aventures de Robin des Bois. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que Scott a retiré un certain nombre d'éléments de la légende de Robin Hood pour les offrir à un personnage de chevalier, le personnage d'Ivanhoe. Ivanhoe est le fils de Cédric, un noble saxon. Cédric est fâché contre son fils parce que celui-ci veut épouser Lady Rowena, la pupille du dit Cédric, qui, lui, veut la marier à un autre noble saxon. Ivanhoe, désespéré, est donc parti noyer sa peine en Palestine en participant à la troisième croisade sous le commandement de Richard Cœur de Lion. Voilà pour le résumé rapide. Ce qui est surprenant dans ce livre, c'est que le héros Ivanhoe n'est quasiment jamais présent, ou quand il l'est, on ne le sait pas d'emblée. C'est un héros complètement absent, peut-être parce que ce n'est pas lui le héros justement. Pour moi, le vrai héros de ce livre, c'est le roi Richard, qui est présent de bout en bout, attention spoiler, sous les traits d'un mystérieux chevalier. Le roman de Walter Scott est une ode à Richard Cœur de Lion, montré comme courageux, téméraire, juste comme le veut le code chevaleresque médiéval fantasmé du XIXe siècle, opposé à l'infâme prince Jean, montré colérique, cruel, lâche et versatile. Vous l'avez compris, la version très manichéenne des deux frères Plantagenets qu'on retrouve notamment dans les films, c'est aussi à Walter Scott qu'on la doit. Et Robin des Bois alors ? Robin, il est bien présent dans le roman où il est nommé Locksley, un nom qui va à partir de là lui coller à la peau. Il est à la tête d'une bande de yeomen qui font la loi dans la forêt de Sherwood et qui vont aider Ivanhoe et le roi Richard. Robin est montré comme un chef courageux et juste. Petit Jean est absent, mais Frère Tuck est là, même si ce nom n'est donné qu'à la fin du roman. Pendant plus des 3/4 du livre de Scott, Frère Tuck est appelé l'ermite de Copmanhurst. Mais pourquoi avoir voulu camoufler, fort maladroitement d'ailleurs, la légende de Robin ? Pourquoi Walter Scott n'a-t-il pas directement repris cette légende si populaire pour en faire un roman ? Pour des questions politiques.
En écrivant Ivanhoe, Walter Scott choisit d'utiliser les récits populaires de Robin Hood. Pour cela, il utilise le travail de Joseph Ritson, dont on a parlé juste avant. Et d'ailleurs, les deux hommes se connaissaient très bien. Mais autant Ritson est subversif, autant Scott est conservateur, anti-révolutionnaire et grand défenseur de la monarchie. Donc hors de question pour lui de glorifier Robin des Bois, qui représente certes le peuple fidèle et loyal, mais beaucoup trop capable de dérive. Lui qui est écossais, il est bien placé pour savoir comment la figure de Robin des Bois est utilisée dans son pays lors d'émeutes notamment. Non, Scott, lui, il veut glorifier l'ordre souverain conservateur et pour ça, il va créer le personnage d'Ivanhoe qui est, contrairement à Robin des Bois, un vrai chevalier paré de toutes les vertus. Scott fait donc de Robin des Bois un personnage secondaire qui va servir son propos conservateur, un personnage secondaire qui ne l'est pas tant que ça puisque le roman ne développe quasiment jamais l'arc narratif du personnage principal. L'un des thèmes développés par le roman de Walter Scott est la passion amoureuse. Quoi de plus normal pour un roman de chevalerie, me direz-vous? Et cet aspect-là a également été retiré à Robin pour être offert à Ivanhoe. En effet, Marianne n'existe pas dans le roman de Walter Scott, elle a été transformée en Lady Rowena, et l'idylle quasi impossible du roman mais dont l'amour finit par triompher, est celle d'Ivanhoe et de Rowena. Mais bon, je vous l'ai dit, malgré tout, Robin des Bois est quand même un personnage très important du roman, bien plus qu'Ivanhoe sous beaucoup d'aspects, et Walter Scott met en place dans ce livre tous les clichés concernant notre archer anglais qui seront par la suite réutilisés en littérature et au cinéma. Déjà, le fameux petit chapeau de feutre avec la plume, c'est à Walter Scott qu'on le doit. Excite le capuchon, qui est pourtant le nom même de Robin Hood, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Le chapeau à la plume est le signe distinctif des Yeomen chez Walter Scott et le restera par la suite. Il y a aussi la scène de ripaille sous le grand chêne de la forêt de Sherwood qui se fait en compagnie du roi Richard dans Ivanhoe et qui va devenir la scène incontournable des films pour montrer la camaraderie des Yeomen qui sont donc devenus des Merry Men dans cette scène qui elle-même est devenue un emblème de la Merry England. C'est aussi à Walter Scott qu'on doit le tournoi d'archers avec cette scène culte de la flèche de Robin des Bois qui coupe littéralement en deux celle de son rival, ou bien encore la figure du roi Richard qui revient en Angleterre sous les traits d'un chevalier mystérieux. Pour être tout à fait franche avec vous, la lecture d'Ivanhoe m'a un peu ennuyée, mais je crois que c'est notamment parce que j'ai trouvé que ce livre était bourré de clichés. Sauf qu'en fait, ces clichés, c'est Walter Scott qui les a inventés. Son roman a été un immense succès dès sa publication et a été traduit immédiatement en France. Ivanhoe a un véritable caractère fondateur. Il recrée la tradition littéraire du chevalier de roman bien avant qu'on redécouvre les textes médiévaux mettant en scène la chevalerie. Le roman de Walter Scott devient tellement célèbre qu'on envisage rapidement de l'adapter pour la jeunesse. Il faut dire que les histoires médiévales ont le vent en poupe au XIXe siècle, notamment parce que les maisons d'édition catholiques peuvent les utiliser avec un propos militant à travers le récit des croisades. C'est de cette manière qu'Ivanhoe est adapté pour les enfants en 1850. Mais revenons au roman lui-même. Il y a un élément d'Ivanhoe que j'ai juste évoqué mais qui est central dans le roman de Scott. Ivanhoe est le fils de Cédric le Saxon, lui-même fils d'Hereward the Wake, un fameux rebelle saxon que j'ai évoqué dans l'épisode précédent si vous vous souvenez bien. En choisissant des héros saxons, Walter Scott va reprendre les idées introduites par Ritson avant lui, à savoir une très forte rivalité entre Saxons et Normands, une rivalité qu'il va gonfler au mépris de la réalité historique. Revenons à Joseph Ritson qui, comme je vous le disais, a laissé entendre que la légende de Robin des Bois a pris corps sur fond de guerre entre Saxons et Normands. Selon cette théorie, les Normands, après avoir conquis l'Angleterre saxonne, ont introduit un système féodal à leur bénéfice exclusif. Ritson, qui utilise cette théorie pour contextualiser Robin des Bois, n'en est cependant pas l'inventeur puisqu'elle court depuis un bon moment quand il la reprend. Elle a pris de l'ampleur au XVIIe siècle où on parle d'écrasement des libertés saxonnes. Ritson, cependant, ne dit jamais que Robin est saxon. Au contraire, il en fait un descendant d'une nièce de Guillaume le Conquérant, un Normand donc. Mais ce faisant, il a ouvert la porte à une réinterprétation politique, voire nationaliste de Robin des Bois, dans laquelle s'est très largement engouffré Walter Scott, qui a littéralement racialisé la situation. Oui, au XIXe siècle, on parlait de race saxonne et de race normande, comme les vaches.
Dans Ivanhoé, Walter Scott a volontairement exagéré cette théorie en opposant les Normands exploiteurs et les Saxons exploités. Ça revient sans cesse, notamment à travers le personnage de Cédric le Saxon, qui cherche à restaurer la splendeur de la monarchie saxonne d'antan. Ivanhoé fait office de personnage médiateur puisque c'est un Saxon fidèle au roi Richard qui est normand. Et Robin dans tout ça. Clairement, Robin Hood, de par son nom, ne peut être saxon. Toutefois, il y a un flou dans le roman sur ce sujet, ce qui donnera naissance par la suite à plein de petits Robins des Bois saxons. C'est notamment le cas dans l'histoire de la conquête d'Angleterre, paru en 1825, 6 ans après Ivanhoé, et écrit par Augustin Thierry, un historien français de la première moitié du XIXe siècle. C'est un des premiers historiens à s'appuyer sur des sources originales, mais avec une légère tendance à romancer quand même. Et pour Augustin Thierry, Robin des Bois serait le dernier représentant d'une succession de rebelles saxons, et notamment un descendant du fameux Hereward the Wake, encore lui. Et toujours selon cet historien, les exploits de Robin des Bois, présentés comme le héros des serfs et des pauvres saxons, auraient donné naissance à des ballades populaires qui nous auraient transmis cette idée de guerre permanente entre Saxons et Normands. Par la suite, dans les années 1860-1900, Robin devient l'incarnation des vertus nationales du peuple anglo-saxon, ce qui permet aux Anglais d'affirmer leur identité nationale, notamment vis-à-vis de la France, l'ennemi héréditaire. Et cette idée va continuer son petit bonhomme de chemin pendant le XXe siècle, y compris en France, à travers des personnages influents comme le philosophe Michel Foucault, qui reprend Augustin Thierry et qui considère que les récits qui se transmettent sur Robin sont des récits saxons très anciens qui ont été utilisés à partir du XVIIe siècle pour coder les oppositions sociales en termes d'opposition raciale. En gros, on utilise cette opposition normand-saxon pour parler des oppositions sociales contemporaines. Le problème dans tout ça, c'est que nos chercheurs contemporains à nous sont assez clairs là-dessus. Les ballades médiévales de Robin des Bois n'ont aucun caractère saxon, mais plutôt des caractéristiques stylistiques françaises, vous vous en souvenez, on en avait parlé dans l'épisode précédent. Et si Walter Scott dit dans Ivanhoé que 4 générations n'ont pas suffi à mêler le sang des Saxons et des Normands, la réalité est sensiblement différente. Alors évidemment, on ne peut pas considérer que l'invasion des Normands se soit bien passée pour les Saxons, c'est un fait. Une invasion, c'est une guerre. Mais au moment de ce qu'on appelle le règne des rois angevins, Henri II puis Richard Cœur de Lion, les conflits entre Saxons et Normands se sont éteints depuis longtemps et les populations se sont déjà mélangées. Les ennemis de Robin sont des oppresseurs à divers titres, shérifs, abbés, etc. Et si les lois forestières transgressées par Robin sont effectivement des lois normandes, ce n'est pas parce qu'elles sont normandes qu'ils s'y opposent, mais parce qu'elles sont injustes. En tout cas, je trouve cette théorie du joug normand sur la population saxonne à la fin du XIIe siècle très intéressante, parce qu'elle nous rappelle que des gens parfois tout à fait crédibles, comme des historiens ou des philosophes, peuvent, volontairement ou à leur corps défendant, diffuser des idées complètement fausses qui deviennent par la suite de véritables clichés. Mais reprenons notre fil chronologique. Le roman de Walter Scott va, on l'a vu, très rapidement se diffuser et inspirer d'autres écrivains du XIXe siècle dans un contexte d'éveil des nationalismes et de l'après-révolution française. Oui, n'oublions pas que le médiévalisme, c'est aussi une façon pour les auteurs de tendre un miroir à leurs contemporains, miroir déformant certes, mais miroir quand même. C'est dans ce cadre qu'est paru le roman Maid Marian de Thomas L. Peacock en 1822, 3 ans après Ivanhoé, même s'il a été écrit avant le roman de Scott. C'est le tout premier roman à choisir Robin des Bois comme personnage principal et l'auteur l'utilise pour livrer une satire politique des oppressions contemporaines. En effet, derrière les Normands de son roman, Thomas L. Peacock vise en fait les Tories de son époque, les ancêtres du parti conservateur anglais. C'est aussi la première fois que la romance entre Robin et Marianne est au centre de l'intrigue. D'autres grands écrivains se sont également frottés à la légende de Robin des Bois, avec toujours une dimension nationaliste très présente, comme John Keats en 1880 ou encore Alfred Tennyson en 1892, avec sa pièce The Foresters, une pièce très victorienne, donc très chaste, dans laquelle Marianne continue de se rapprocher d'un idéal féminin, une sorte de sainte vierge dont la pureté n'est jamais remise en cause.
On en avait déjà parlé pour le XVIe siècle dans l'épisode précédent, mais c'est définitivement un aspect qui va coller à la peau du personnage de Marianne. En 1840, paraît le premier roman sur Robin des Bois adapté aux enfants. Il s'agit de Robin Hood and Little John, Robin des Bois et Petit Jean, de Pierce Egan. Dans ce roman publié en feuilleton, on aborde pour la première fois l'enfance présumée de Robin. On le voit nourrisson, abandonné à la porte de la maison d'un garde forestier. Robin est un garçon issu d'une noble lignée, mais escamoté par un cousin qui veut s'approprier ses terres. Il est donc confié à un couple de forestiers qui l'adoptent. Mais de fait, dans cette histoire, Robin perd une partie de son côté subversif, puisque la révolte contre l'ordre établi devient une lutte personnelle. Le roman de Pierce Egan va avoir beaucoup de succès, une renommée qui va traverser la Manche puisqu'il aurait très largement inspiré Alexandre Dumas. J'utilise ici le conditionnel parce qu'il semble qu'il plane un doute sur la paternité de Dumas sur les deux ouvrages qui sont aujourd'hui édités sous son nom, Le Prince des voleurs et Robin Hood, le proscrit, qui auraient été publiés à titre posthume en 1872 et 1873. Et il s'inspire tellement de Pierce Egan qu'on le soupçonne même de plagiat. Et pour avoir lu le premier de ces deux romans, je peux vous dire qu'effectivement c'est quasiment la même histoire sur fond de guerre entre Normands et Saxons. Dans le deuxième livre, il aborde la mort de Marianne et celle de Robin. Ces textes, s'ils sont bien de la main de Dumas, sont en tout cas les moins connus. Donc en fait, on voit que le 19e siècle a apporté des éléments nouveaux, importants dans la construction de la légende de Robin des Bois, d'une part par le biais d'Ivanhoé et d'autre part par l'adaptation des aventures de Robin pour les enfants. Et ces deux éléments vont être déterminants à l'aube du XXe siècle. Avant de parler de Robin au cinéma, il nous manque un dernier jalon essentiel de son histoire, et ce jalon se trouve aux États-Unis. En 1883 paraît The Merry Adventure of Robin Hood, un roman pour enfants d'Howard Pyle, illustré par ses soins et qui reprend les ballades médiévales en les édulcorant évidemment. Cette adaptation va avoir un succès retentissant à tel point qu'elle va très largement influencer le cinéma par la suite, avec des scènes ou des détails qui vont devenir des classiques. Par exemple, dans ces illustrations, Howard Pyle représente Robin coiffé du fameux chapeau avec la plume qu'on a rencontré chez Walter Scott. On a là la version à peu près définitive de Robin des Bois. Dans son roman, il fait combattre Robin et Petit Jean au bâton sur une passerelle, au-dessus de l'eau, combat qui se termine par la chute des deux personnages dans l'eau et une poignée de main amicale. Robin gagne une flèche d'or à un tournoi d'archer, on a le banquet dans la forêt, Frère Tuck qui porte Robin pour lui faire traverser la rivière, Robin qui guide Richard déguisé en voyageur, un combat singulier entre Robin et Guy de Gisbourne, la reconnaissance et le pardon du roi, des scènes qui seront très largement reprises au cinéma. Howard Pyle adapte Robin au public des États-Unis, les hors-la-loi se comportent comme des héros de l'Ouest américain et le langage des personnages est emprunté aux Quakers. Pyle met la dimension sociale de la légende au second plan et promeut à travers son texte la vie au grand air que les garçons vivent entre eux, sans filles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Howard Pyle destinait son livre aux petits garçons états-uniens qui souhaitaient échapper à la domesticité et à la maison. Visiblement, les petites filles, elles, devaient s'en contenter, mais en fait, ça montre surtout le cloisonnement des sexes dans les États-Unis de l'époque. Il décrit une vie sans autorité, en plein air, un peu comme un camp de vacances. La forêt permet une parenthèse sociale où les jeunes garçons inventent leurs propres règles. En cela, le texte de Pyle évoque beaucoup le scoutisme, mis en place un peu plus tard par Baden-Powell dans l'Empire britannique et qui va avoir une immense influence au début du XXe siècle. Il faut dire que l'univers médiéval colle parfaitement à l'univers du scoutisme, notamment à travers la figure du chevalier qui est une sorte de modèle physique et moral. D'ailleurs, en 1917 sortira un court-métrage de 40 minutes qui reprend cette vision, The Knight of the Square Table, des chevaliers de la table carrée, qui montre des scouts dans un camp en forêt qui organisent des épreuves de survie, s'entraînent à la lutte, font des cabanes et des veillées autour du feu en chanson, un univers qui sera fortement repris dans beaucoup de longs métrages sur Robin des Bois. Après tout, on peut considérer la vie de Robin des Bois dans la forêt comme une sorte de camp de vacances auquel le retour du roi Richard met fin. Et pour la petite histoire, dans la même veine, la psychanalyse va aussi s'emparer du phénomène et comparer Robin à l'enfant qui attend le retour de son vrai père. Dans un autre ordre d'idées, cette vision grandissante des bienfaits de la vie en communauté entre garçons, puis dans les films entre hommes, amènera aussi beaucoup plus tard à considérer Robin comme un personnage gay. En tout cas, le Robin des Bois d'Howard Pyle va contribuer à élargir un peu plus le public qui devient de plus en plus populaire et il va connaître un succès tel qu'Hollywood va finir par se pencher sur le cas du bandit de Sherwood.
Nous y voilà. Très rapidement, au début du XXe siècle, Robin des Bois est adapté au cinéma avec des créations destinées aux couches moyennes de la population. Tout d'abord en 1912 avec un film inspiré d'une comédie musicale jouée en 1890 à Londres sous le titre de Maid Marian et qui se focalise sur un triangle amoureux entre Robin, Marianne et Guy de Gisbourne. En 1813 sort In the Days of Robin Hood, un film directement inspiré par le roman de Howard Piles. Mais la reconnaissance de Robin des Bois passe aussi, comme en littérature, par Ivanhoe, le livre de Walter Scott qui va être adapté une première fois en 1913 par Herbert Brennan. Mais en vrai, c'est surtout la version de 1952 qui est connue avec Robert Taylor et Elizabeth Taylor, et c'est vrai que le film de 1913 ne montre Robin que dans une seule séquence, mais une séquence clé de ce film qui est plus romanesque que nationaliste. Et c'est en 1922 que Robin des Bois devient un personnage majeur du cinéma avec le film américain d'Alan Dwan, intitulé tout simplement Robin Hood, et dont je vous propose tout de suite d'écouter un extrait. Je déconne, c'est un film muet. Il est muet, c'est vrai, mais c'est une véritable superproduction pour l'époque, et également le tout premier film à avoir bénéficié d'une première à Hollywood. Il marque l'appropriation définitive du héros anglais par les États-Unis et aussi l'arrêt des productions anglaises sur les sujets médiévaux. Le rôle principal est tenu par Douglas Fairbanks, qui a déjà interprété à l'époque Zorro et D'Artagnan, et qui a supervisé tous les aspects du film, notamment le scénario et la production. Ce scénario reprend les noms des personnages des pièces de théâtre d'Anthony Munday, celles du XVIe siècle, en les modifiant légèrement. Robin n'est plus le comte de Huntington, mais Huntingdon, et le patronyme de Marianne n'est plus Fitzwater, mais Fitzwalter. Le scénario divise le film en deux parties. La première est en fait une sorte de long prologue dans lequel il est montré pourquoi et comment le comte de Huntingdon est devenu Robin des Bois, et la seconde se focalise sur l'histoire de Robin en tant que hors-la-loi. Vêtu de son joli collant, on y est, et de son chapeau à plumes, Robin est entouré de frère Tuck, de William Scarlett, d'Alan Dale et Petit Jean, qui était en fait son écuyer depuis le début du film. Il y a pas mal de choses à dire sur ce film. Déjà, il est relativement beau. Surtout sa première partie avec des châteaux en trompe-l'œil, des décors grandioses, des costumes certes inexacts, mais vraiment très beaux, qui nous plongent vraiment dans une atmosphère pseudo-médiévale. J'ai dépensé sans compter. Mention spéciale à la coupe au carré avec frange qu'ont tous les personnages masculins. Je me moque, mais c'est visuellement un très beau film. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, il est passé dans le domaine public. Si les noms des personnages sont repris d'Anthony Munday, Walter Scott n'est cependant pas bien loin. Dans la scène du tournoi, au début, Marianne est la reine de beauté qui doit remettre le prix au vainqueur de la joute, une scène qu'on peut trouver dans Ivanhoe, dans laquelle c'était Lady Rowena qui tenait ce titre. De même, le film reste dans les traces de l'écrivain écossais avec sa présentation très manichéenne de Richard et Jean, tandis qu'on voit très peu le shérif de Nottingham. Il y a aussi le roi Richard qui rejoint les Outlaws en tant que chevalier inconnu comme chez Scott. Par contre, point de Normand ou de Saxon ici. C'est avant tout une histoire de fidélité et de trahison. Pas de critique non plus de l'église, montrée comme victime du prince Jean. Oui, on est aux États-Unis, ne l'oublions pas. Le film reprend aussi la vision camp scout d'Howard Pyle, avec le côté bondissant, virevoltant, sautillant de Robin, en compagnie des hors-la-loi qui ici sont vraiment des merry men, des hommes joyeux qui courent partout, mangent et s'amusent. Ce n'est pas un hasard, puisque les illustrations de Pyle ont inspiré le réalisateur Alan Dwan. Enfin, dans une très courte scène, on voit également le petit village de Loxley. On a donc différents éléments qui sont pris tantôt à la geste médiévale, tantôt aux créations théâtrales anglaises du XVIe siècle, tantôt à la littérature, que ce soit celle des États-Unis ou celle du vieux continent. Et cette façon de faire, en picorant par-ci par-là des scènes ou des détails, va devenir une habitude au cinéma. Les différentes évolutions littéraires de Robin des Bois ont en quelque sorte créé un réservoir à histoires, à personnages, à intrigues, dans lequel les futurs auteurs et réalisateurs vont piocher pour les assembler et donner naissance à de nouvelles histoires sur la même trame initiale. En tout cas, le film d'Alan Dwan avec Fairbanks va poser un jalon important dans l'histoire de Robin des Bois au cinéma avec un film qui ne cherche aucunement l'exactitude historique, c'est revendiqué dans un des premiers cartons du film où il est écrit « On vous offre une impression de Moyen-Âge ». Donc une atmosphère empreinte de médiévalisme dans laquelle est mise en scène notamment une histoire d'amour qui va devenir un standard avec un rôle de plus en plus important de Marianne. Avec ce film de 1922, Robin des Bois devient une figure de la culture de masse qui va littéralement devenir un archétype en 1938.
Cet archétype, c'est le film de Michael Curtiz qui va le mettre en place. Intitulé Les Aventures de Robin des Bois et produit par la Warner, c'est le premier film sur Robin des Bois en Technicolor. Nous sommes donc en 1938, c'est le triomphe de la vocation universelle du cinéma des États-Unis qui, à cette époque, pioche allègrement dans les cultures du monde entier, y compris celle de la vieille Europe. Ici, c'est le virevoltant Errol Flynn qui interprète Robin des Bois dans un film qui, contrairement à celui de 1922, outre qu'il n'est pas muet, reprend quelques éléments historiques, réels ou pas d'ailleurs, comme la problématique de la guerre anachronique entre Saxons et Normands. Dès les débuts du film, Robin, qui se nomme Robin de Locksley, est déjà Robin des Bois et met déjà la misère au prince Jean dans les bois de Sherwood. On trouve Guy de Gisbourne, qui, dans la version française, allez savoir pourquoi, s'appelle Charles, un homme sûr de lui, contrairement au shérif de Nottingham, un homme pas très courageux. Il en est même d'ailleurs presque sympathique. Autour de Robin, il y a bien sûr Petit Jean et Frère Tuck, qui se nomment Frère Estoc en français parce qu'il se bat à l'épée et non pas au bâton comme habituellement. Will Scarlett est là aussi, mais son personnage a sans doute fusionné avec le ménestrel Alan Dale si on considère que Will, dans le film, est une sorte d'Apollon blond très propre sur lui qui se balade toujours avec sa mandoline. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouvera souvent par la suite. Et enfin, n'oublions pas Much, le fils du meunier, qui a un rôle relativement important. La particularité du film de Michael Curtiz, c'est qu'il déroule toutes les scènes les plus iconiques des ballades médiévales, d'Ivanhoe et du roman de Howard Pyle, c'est-à-dire les jalons essentiels de la transformation du personnage de Robin des Bois à travers les siècles. Le film concentre en quelque sorte la substantifique moelle de Robin des Bois et du médiévalisme en quelques scènes seulement. Une des scènes iconiques, par exemple, prend place à la capture de Gisbourne, Marianne et du shérif de Nottingham par Robin et ses compagnons. C'est la fameuse scène de ripaille dans les bois, un festin en plein air, où les merrymen dansent sous le soleil, non sans avoir auparavant piqué les vêtements de Gisbourne et du shérif et les avoir grimés avec des costumes en lambeaux et des couronnes de fleurs. D'ailleurs, c'est pas sans rappeler certaines coutumes de la fameuse fête de May Day et les Robin Hood Games dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, mais je sais pas si l'allusion est volontaire ou non. Toujours est-il que Marianne, dans ce film, je l'ai pas précisé, elle ne voit pas franchement Robin d'un très bon œil au début. Puis-je vous servir, milady? Je regrette beaucoup, mais cette promiscuité m'a coupé l'appétit. Ah, quel dommage, le mien est excellent. Elle commence toutefois à changer d'avis lorsqu'il montre les pauvres gens qui sont dans la misère du fait du prince Jean et qu'elle comprend que les hors-la-loi sont du côté de Richard Cœur de Lion, dont elle est la pupille. Vous êtes prêt à défier Messire Charles ou le prince Jean lui-même, et cela au péril de votre vie. Et vous protégez même des Normands. Normands ou Saxons, quelle importance? C'est l'injustice que je hais et non les Normands. La scène du banquet en plein air où Robin oblige les gens fortunés à partager sa table est une scène incontournable de la légende. La scène du banquet des Outlaws, véritable cliché médiévaliste, sera, à partir du film de 1938, un passage obligé dans les films suivants sur Robin des Bois. Autre scène cliché, le tournoi d'archers, thème emprunté à Ivanhoe de Walter Scott. Sauf que là, le tournoi dont la récompense est une flèche d'or est un piège pour capturer Robin. Et on retrouve évidemment la scène déjà culte de la flèche coupée en deux. Autre élément devenu culte grâce à Walter Scott, c'est le retour incognito de Richard, qui ici finit par se faire reconnaître de Robin des Bois quand il comprend qu'il est son allié, puis de son frère Jean, avant évidemment une scène de baston général et un final qui montre Richard sous son meilleur jour. Je bannis de mon royaume toutes les injustices et les oppressions dont a souffert mon peuple. Et je veux que sous mon règne, Normands et Saxons aient des droits égaux. Il y a plein d'autres petites scènes empruntées à droite à gauche. On voit le recrutement de Petit Jean par Robin avec le fameux combat au bâton au-dessus de la rivière, emprunté à Howard Pyle, de même que Robin qui oblige Frère Tuck à le porter sur son dos pour traverser la rivière. On note aussi le siège du château piqué à Ivanhoe, le grand chêne de la forêt de Sherwood évidemment, et on a même le motif de l'ecclésiastique détroussé typique des ballades médiévales, même si le sujet est survolé pour préserver les spectateurs des États-Unis fort croyants. Il ne manque qu'une évocation des pièces d'Anthony Munday du XVIe siècle pour compléter le tableau, et c'est chose faite avec Marianne dont le nom de famille est ici Fitzwater. C'est exactement ce dont je vous ai parlé juste avant avec le film d'Alan Dwan, le fait de picorer dans les différentes sources liées à Robin des Bois pour en prendre des épisodes qu'on met bout à bout. La différence ici, c'est qu'on a un condensé des scènes cultes de la légende.
On retrouve aussi ce côté enfantin façon colonie de vacances du roman d'Howard Pyle chez les hors-la-loi, qui se balance au bout de lianes et prépare des pièges dans la forêt sur fond de musique joyeuse. Tout est dédramatisé et vécu sur le mode ludique. Et en fait, c'est un film relativement joyeux. Errol Flynn est toujours souriant et détendu, sûr de lui, une attitude qui va coller à la peau du personnage de Robin des Bois à partir de ce film, tout comme le costume. Oui, parlons un petit peu du costume. Dans les éditions pour enfants avant 1938, Robin des Bois est souvent vêtu de rouge, couleur du danger, de la transgression de Robin et l'image, et de la violence parfois légitime. Mais c'est aussi une couleur qui permet de le démarquer des autres héros, tout simplement. Errol Flynn, dans le film de Michael Curtiz, est presque habillé entièrement de vert. Il a les fameux collants verts, tout à fait anachroniques, un pourpoint vert, une cape verte et le fameux petit chapeau fiché d'une plume. Cette version vous est sans doute familière ? C'est normal, c'est l'archétype de Robin des Bois, et cet archétype, c'est au film de 1938 qu'on le doit, parce qu'à partir de là, il va y avoir un glissement du costume de Robin vers le vert, avec d'abord une bichromie rouge-vert, qu'on retrouve d'ailleurs aussi à un moment donné dans le film. Ce glissement s'explique tout d'abord par le succès du film, mais aussi par le fait que Robin a de moins en moins besoin de se démarquer, puisqu'il est extrêmement connu après ce film. Il va devenir aussi cette espèce de hors-la-loi sylvestre, un peu enfantin, grâce au film de Michael Curtiz et surtout à l'interprétation d'Errol Flynn qui impose un personnage empreint d'une noblesse naturelle qui use d'une courtoisie teintée d'ironie et qui traverse les épreuves avec une forme d'insouciance. Mais ce film, c'est aussi un hommage à Alan Dwan avec Douglas Fairbanks. Il y a le même séquençage en épisodes, on retrouve certains types de scènes comme le serment des compagnons dans la forêt, les flèches qui viennent se planter devant les ennemis pendant leur conversation, élément qui sera presque toujours repris au cinéma, l'entrée de Robin par effraction dans le château et le duel entre Robin et Gisbourne dans le chemin de ronde et les escaliers. On a même parfois les mêmes acteurs. Par exemple, Alan Hale a joué Petit Jean dans les deux films. Curtiz reprend même le même genre de décor gigantesque qu'Alan Dwan et notamment un escalier monumental en spirale autour d'un énorme pilier très caractéristique et visible dans les deux films. Enfin, Errol Flynn se veut un successeur de Douglas Fairbanks et joue clairement sur son répertoire. Mais il y a aussi l'autre face de ce film, son contexte particulier. Rappelez-vous, le médiévalisme sert à tendre un miroir à sa propre époque. Ici, on est en plein dans les années 30. Les États-Unis sont en crise, une crise qui crée une faiblesse économique dont souffrent beaucoup de gens. Le film de Curtiz propose une vision communautaire en lien avec ce contexte économique. Mais pas seulement. Rappelons qu'en 1933, en Europe, Hitler est arrivé au pouvoir. En 1935, le représentant de la Warner, qui a produit ce film, est assassiné à Berlin. Les frères Warner étaient juifs et Michael Curtiz était un Hongrois réfugié. Quant à Erich Korngold, à qui on doit la musique du film, à la sonorité viennoise décalée et très critiquée, mais récompensée par un Oscar, musique que vous pouvez entendre en fond sonore actuellement, eh bien c'est un émigré autrichien anti-nazi. Il est donc tout à fait possible d'avoir une lecture politique de ce film, que ce soit à travers l'utilisation du thème des Saxons envahis par les Normands, ou à travers des éléments visuels comme l'alignement bien linéaire des Normands qui n'est pas sans rappeler les rassemblements nazis. Pour terminer sur ce film, je voudrais dire un petit mot sur le personnage de Marianne, interprété par Olivia de Havilland, qui est relativement active dans ce film. Déjà, loin d'être directement acquise à la cause de Robin, on la voit progressivement découvrir l'engagement du proscrit, puis tomber amoureuse de lui, et on a d'ailleurs une très jolie scène qui rappelle assez celle du balcon de Roméo et Juliette. Et surtout, Marianne prend des décisions et agit de son propre chef. Elle n'est pas du tout passive. Elle prend l'initiative de rechercher les hors-la-loi quand Robin est arrêté, et c'est elle qui a l'idée d'un plan pour le libérer. Elle choisit de ne pas le suivre dans la forêt pour être ses yeux et ses oreilles au château et participer à sa cause. Lorsqu'elle découvre le projet d'assassinat de Richard par le prince Jean, elle est arrêtée et jugée, mais ne se rétracte pas. Si, j'ai honte. Abominablement. Mais ce dont j'ai honte, c'est d'être normande, après avoir vu ce que les gens de ma race ont fait à l'Angleterre. Une version relativement moderne de Marianne, finalement, qu'on ne retrouve pas toujours dans les autres films. Bref, je pense que vous l'avez compris, les aventures de Robin des Bois de Curtiz marquent un tournant dans la légende du héros de Sherwood, tant sur le fond que sur la forme, et devient le classique des classiques dont les futurs films vont se réclamer, ou chercher à se détacher.
L'après-Seconde Guerre mondiale marque le retour de Robin des Bois sur le sol anglais. Un retour qui va contribuer à la résurrection du cinéma britannique des années 40, car Robin des Bois, qui résiste au prince Jean, participe à la fierté nationale du peuple britannique qui a résisté un peu seul à l'Allemagne nazie. C'est dans ce contexte qu'est sorti The Story of Robin Hood and His Merry Men, réalisé en 1952 par Ken Anakin. Ce film, bien que dirigé par un Anglais et tourné en Angleterre, est produit par les studios Disney. En effet, après le succès de L'île au trésor en 1950, Disney décide de produire systématiquement des adaptations du patrimoine littéraire anglais, en tout cas quand il s'agit de films avec des acteurs. Anakin a souhaité se détacher du film de Curtiz, il s'inspire donc beaucoup plus des ballades médiévales et des pièces d'Anthony Munday du XVIe siècle, une source un peu délaissée dans le film avec Errol Flynn, et il a opté pour une histoire où Robin n'est pas noble mais fils d'un garde-chasse, un choix scénaristique qui va avoir un certain succès. Le conflit social est transformé en vengeance personnelle quand Robin refuse d'entrer au service du nouveau shérif et que ce dernier fait assassiner le père du héros. Oui, on est chez Disney, la révolte sociale, c'est pas trop ça. Le reste de l'histoire est celle devenue habituelle et on retrouve quelques-unes des scènes incontournables comme la rencontre entre Robin et Petit Jean, Robin sur les épaules de Frère Tuck, le tournoi d'archers, etc. À noter que Richard Todd, qui interprète Robin, s'est également bien détaché du film de Curtiz. À l'opposé d'Errol Flynn, dynamique et bravache, il se montre calme et posé. La consigne étant de faire du Disney, le film diffuse une idéologie quand même relativement bien pensante. Marianne et Robin sont promis l'un à l'autre depuis le début. Et il nous propose des petits intermèdes burlesques avec Frère Tuck entre deux scènes dramatiques. Et surtout, il se clôt avec un final de conte de fées dans lequel Robin est adoubé des mains de Richard Cœur de Lion et devient Robin de Locksley. Le film de Disney est en tout cas la dernière somme, c'est-à-dire le dernier film de son époque qui raconte toute l'histoire du héros. Les films des 2 décennies suivantes vont se concentrer sur des épisodes ou prendre un autre format. Et oui, Robin des Bois va bien entendu, comme toute légende, être adapté plusieurs fois en série télé, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On peut citer à ce titre la série télévisée britannique The Adventure of Robin Hood avec Richard Greene dans le rôle titre, qui joue un Robin plutôt sage. Robin Hood, riding through the glen. Même si cette série a assez mal vieilli, ça reste un des plus gros succès télé des débuts des années 50, avec de multiples rediffusions qui vont lui apporter une renommée internationale. Pour la petite histoire, le succès de cette série a été tel que son générique est devenu l'hymne du club de foot de Nottingham. En bref, Robin fait un retour tonitruant dans son pays avant d'enchaîner une tournée pas forcément triomphale dans les pays d'Europe. Des années 50 aux années 70, on va voir apparaître pléthore de films sur Robin des Bois de toute nationalité et qui surtout étirent parfois tellement le sujet que ça ne ressemble plus vraiment à Robin des Bois. Citons par exemple La Revanche des Gueux en 1950, Le Fils de Robin des Bois en 1946 ou bien Robin des Bois Don Juan en 1958. Oui, les traductions des titres de films en français, c'est toujours un poème. Dans ce dernier film, l'enfant de Robin est une fille, Daring Hood, qui convainc les anciens compagnons de son père de prendre part à sa cause. On pourrait imaginer un tournant féministe, mais je vous rassure, le chevalier servant de la demoiselle lui vole bien évidemment la vedette, parce qu'il faut une épaule masculine sur laquelle s'appuyer, bien sûr. Ça s'entend que je suis saoulée là ou pas ? Bon, surtout après la Seconde Guerre mondiale, la production des Robins des Bois s'est déplacée dans le sud de l'Europe. Il existe notamment 2 Robins des Bois espagnols et on a plein de ce qu'on pourrait appeler des Robins des Bois spaghetti, c'est-à-dire la production d'un certain nombre de films en Italie qui s'éloignent de plus en plus du genre et qui proposent un récit de plus en plus désancré. Les intrigues se déroulent dans un pays indéterminé, à une époque féodale mal située. Et des fois, ça va très très loin, comme dans Robin des Bois et les pirates. Oui, les pirates. Une production italienne dans laquelle Robin est capturé avec Richard au retour des croisades par des pirates qu'ils finissent par rallier à leur cause. Je vous rassure, c'est pas le pire. Il existe une production dans le style des films de karaté et même un film érotique allemand.
C'est également à cette époque qu'apparaît la toute première parodie, en l'occurrence une parodie du film de Michael Curtiz, celui avec Errol Flynn, sous le nom de The Court Jester, le bouffon du roi. Robin des Bois a eu moins de succès dans les pays germaniques, et pour cause, ils ont déjà leur propre figure héroïque locale, Guillaume Tell, une figure qui n'a cependant pas pu devenir un mythe de cinéma, notamment parce que Robin des Bois prenait toute la place. Pour l'anecdote, sachez qu'en 1953 s'est tourné un film italo-américain sur Guillaume Tell qui était interprété par Errol Flynn lui-même, qui cherchait à faire un comeback malheureusement raté puisque le film ne verra jamais le jour. 3 ans plus tôt est sorti La Flèche et le flambeau de Jacques Tourneur qui conjuguait la tradition épique hollywoodienne et la fantaisie italienne. Sur un scénario librement dérivé de Walter Scott avec une opposition entre Lombard et Germain cette fois-ci, Burt Lancaster interprète un personnage à mi-chemin entre Guillaume Tell et Robin des Bois dans un costume à la Errol Flynn et dans les décors du film où a joué Errol Flynn. Vous allez me dire, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, ok, mais et la France ? Le cinéma français a bien boudé le héros anglais. Même les romans d'Alexandre Dumas n'ont pas poussé les scénaristes à s'emparer du sujet. Mais pourquoi donc ? Déjà, rappelons que Robin est royaliste, par essence, bien loin de l'idéal républicain français. En France, on aime bien faire remonter la légende du pays à la Révolution. Les États-Unis ne sont pas plus royalistes, mais Richard Cœur de Lion apparaît comme une forme de continuité de l'État qui va très bien avec les valeurs outre-Atlantiques. D'ailleurs, les productions états-uniennes sur Robin des Bois ont du succès en France, peut-être parce que les révoltés y sont écoutés par un pouvoir bienveillant. En tout cas, ce n'est pas suffisant pour que la France s'empare du sujet. Non, en France, on s'est plutôt fait une spécialité des films de KPDP, avec plusieurs figures de bandits légendaires, comme Cartouche par exemple, qui a eu droit à 3 films entre 1934 et 1961. Les héros de films de KPDP empruntent beaucoup de traits à Robin des Bois quand même s'ils sont beaucoup plus individualistes et beaucoup plus coureurs de jupons. Comme en Grande-Bretagne, la télé a pris la suite du cinéma, la production la plus marquante étant le feuilleton de l'ORTF Thierry Lafronde, diffusé entre 1963 et 1966. On y retrouve un univers médiéval mais légèrement décalé dans le temps puisque l'intrigue se déroule pendant la guerre de 100 ans, à la fin du Moyen-Âge, dans un cadre narratif proche de celui de Robin des Bois, mais où la fronde remplace l'arc, peut-être parce que l'arc faisait trop anglais. Mais au final, on a peut-être notre Robin des Bois local, nous aussi. Ce serait Astérix. Astérix vit dans un pays occupé. Son village se retrouve régulièrement délogé dans la forêt, ça ripaille à tout va dans une ambiance communautaire, et la Gaule romaine ressemble fort à l'Angleterre du prince Jean. Robin des Bois ou Astérix, même combat, ce sont 2 héros fondateurs de qualité nationale, mis en scène dans un passé mythifié. Avançons un peu dans le temps jusqu'aux années 70 et 80. 1973 marque le retour de Robin des Bois sur le grand écran dans une grande production du côté des États-Unis. Et vous connaissez toutes et tous cette production, c'est le dessin animé de Disney. Réalisé par Wolfgang Reisman, il s'agit en fait d'un vieux projet des studios Disney qui, dès les années 30, ont envisagé d'adapter le roman de Renard, un ensemble de textes médiévaux. Le projet ne se fera pas, le roman de Renard n'étant pas du tout adapté aux enfants, mais il sera transfusé dans le dessin animé Robin des Bois, puisque ça ne vous aura pas échappé, tous les personnages y sont des animaux. Le problème, c'est que si Robin des Bois est plus adaptable au monde des enfants, il n'en reste pas moins que montrer un voleur comme modèle pour la jeunesse, ça va à l'encontre de la morale Disney. Du coup, la légende va être sérieusement édulcorée, le personnage va être réécrit pour être du côté du bien, avec des valeurs morales profondes, en réaction aussi au film de 1938 avec Errol Flynn qui était très politique. On glisse avec ce dessin animé vers le conte traditionnel dont Disney est, par contre, spécialiste. En parlant de spécialistes, ceux qui connaissent bien le mythe de Robin des Bois ont tendance à considérer que ce dessin animé déplace beaucoup trop la légende dans l'infantile, avec un symbolisme considéré trop universel. Mais bon, on va pas se mentir, le symbolisme un peu trop universel, ça aussi, c'est une spécialité de Disney. Toutefois, si le dessin animé est entre autres une réaction au film avec Errol Flynn, il lui pique quand même pas mal de choses, notamment la récompense de la Flèche d'Or au tournoi qui est une reprise évidente, mais la référence est aussi visuelle.
Les cibles du tournoi dans le dessin animé sont très exactement les mêmes que celles du film de 1938. Robin a bien évidemment la tenue devenue iconique d'Errol Flynn, mais lorsqu'il est déguisé en échassier pour le tournoi d'archer, il porte le même chapeau qu'Errol Flynn, lui-même déguisé pour ce même tournoi. Vu que Disney trouvait le film avec Errol Flynn trop social et politique, on peut légitimement se demander si ces reprises sont un hommage ou juste de la flemme. Je vous dis ça parce qu'il est connu que les dessinateurs de l'époque ont repris des séquences d'autres dessins animés pour Robin des Bois. Si vous connaissez bien les vieux Disney, vous allez comprendre de quoi je parle. Par exemple, quand Marianne danse et bat des mains, ce sont les dessins exacts de Blanche-Neige. Et pour la scène de danse entre Petit Jean et Dame Gertrude, ce sont les dessins de la danse entre Balou et Louis du livre de la jungle qui ont été repris littéralement. Évidemment, le dessin animé de Disney reprend toutes les scènes de la légende devenues clichés. Le tournoi, donc, la scène de ripaille dans les bois de Sherwood, et même la scène de combat entre Petit Jean et Robin sur le tronc d'arbre au-dessus de la rivière, qui n'existe pas en tant que telle, mais sous la forme d'un clin d'œil dans l'introduction du dessin animé. Pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous passer un petit extrait de Persifleur, mon personnage préféré. Il veut qu'on l'appelle Jean le Preux, mais il ne sera que Jean l'affreux. Le fabuleux, le merveilleux, le magnifique. Persifleur, le serpent conseiller du prince Jean qui le maltraite tout le long du film, doublé par l'excellent Roger Carrel, un habitué des doublages Disney, puisqu'il est aussi le doubleur de Winnie l'ourson, Porcinet, Coco Lapin, le chat d'Alice au pays des merveilles, et qu'il a également doublé des personnages dans le livre de la jungle, les Aristochats, La Belle au bois dormant, les 101 Dalmatiens, Bernard et Bianca, etc., etc. Les années 70 marquent aussi le renouvellement du mythe avec le film de Richard Leicester en 1976, intitulé Robin and Marian en anglais et toujours aussi étrangement traduit en français par La Rose et la Flèche. L'affiche est prestigieuse avec Sean Connery dans le rôle de Robin des Bois et Audrey Hepburn dans celui de Marianne. L'originalité de ce film réside dans le fait qu'il montre des héros vieillissants, même si, pour cela, le scénariste a quelque peu maltraité la chronologie historique. Le pitch ? Après la mort de Richard, devenu un brin despote et ivrogne, Robin retourne en Angleterre avec son toujours fidèle ami Petit Jean. 20 ans ont passé et comme le prince Jean est devenu le roi et que le shérif de Nottingham est toujours en place, Robin repart à Sherwood où il retrouve ses anciens compagnons qui lui apprennent qu'il est devenu une légende. Les gens veulent qu'on leur raconte vos exploits. Des exploits surtout imaginaires. Je le sais fort bien. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est le rapport constant des personnages avec leur âge. Robin chope mal au dos à dormir par terre dans la forêt de Sherwood. On est loin des duels à l'épée dynamique et bondissant des autres films. Ici, les armes sont lourdes, tout comme les corps. Les héros sont un peu au bout du rouleau, en fait. D'un point de vue de la légende, excite les scènes mythiques des autres films dont on a parlé, mais il y a tout de même une référence appuyée à la geste médiévale. En effet, dans La Rose et la Flèche, il est question de l'abbesse de Kirklees. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. C'est elle qui empoisonne Robin. Sauf qu'ici, l'abbesse de Kirklees, c'est Marianne. Au sujet de Marianne, il faut quand même noter que même si elle occupe une place beaucoup plus importante que dans les autres films, on est quand même sur un condensé de clichés sexistes, beaucoup plus à mon sens que dans le film de 1938. Je me suis demandé si c'était volontaire et si ça venait de la façon dont on voulait montrer ces fameux héros vieillissants, mais au final, je pense que ça vient tout simplement de l'époque du film. Marianne est devenue religieuse parce que Robin s'est barré 20 ans auparavant sans dire un mot. Et quand il revient... Ah, enfin, je reviens chez nous, Marianne. Les guerres sont finies. Et me voici. Tu t'adresses à la mère Jeannette et tu peux retourner à Jérusalem. Tu es fâché? Non, puisque je n'ai pas pensé à toi depuis 20 ans. Oh, fais-moi un petit sourire. Invite-moi à entrer. Lorsqu'elle a des soucis avec le shérif, Robin la kidnappe contre son gré. Robin, des cavaliers! Attends ici. C'est ma vie, Robin. Tu es une petite dinde. On appréciera. Sans compter les dialogues parfois 100% male gaze. Robin, sois méchant. Fais-moi pleurer. Quant à la fin, je vous avoue qu'elle m'a laissé un peu perplexe. Je vous la livre ici, ce n'est pas vraiment un spoiler. Marianne étant l'abbesse de Kirklees, vous vous doutez que, comme dans la geste médiévale, elle empoisonne Robin, mais en lui faisant une déclaration passionnée. Définitivement, sur cette question de relation homme-femme, le film a très très mal vieilli.
Il montre toutefois une vision du mythe nouvelle au cinéma. Les décors ont été soignés et sont historiquement à peu près raccords avec l'époque, notamment le prieuré de Kirklees qui est en bois, chose qu'on voit assez rarement au cinéma. Il est fait mention des innocents tués en masse par Richard pendant la croisade qui perd ici ce côté exceptionnel. Un film à voir donc, ne serait-ce que pour ce côté tout à fait décalé. En 1985, le succès du film Excalibur remet une pièce dans la machine médiévaliste et relance l'intérêt des cinéastes pour Robin des Bois, notamment dans les années 90, avec plusieurs films. Parmi ceux-ci, il y a bien évidemment celui de Kevin Reynolds en 1991, avec son méga casting. Kevin Costner, Alan Rickman, Mary-Elizabeth Mastrantonio, Morgan Freeman ou encore Kristen Slater, et un petit peu de Sean Connery. Je vous ne ferai pas l'affront de reprendre l'histoire, je suis sûre que vous avez toutes et tous vu cette version. Voyons tout de suite ce qu'on peut en dire. Déjà, on trouve le schéma narratif traditionnel avec des scènes cultes comme le combat avec Petit Jean, les ripailles sous un grand chêne, les pièges dans la forêt, les cabanes dans les arbres au trait camp de vacances ou encore la flèche coupée en deux. On retrouve aussi le motif de la vengeance personnelle puisque Robin veut venger son père tué par le shérif et ses hommes. Parmi les choses à noter, il y a tout d'abord le fait que le prince Jean n'existe pas dans cette version. C'est le shérif qui espère avoir accès au trône en épousant Marianne, cousine du roi Richard. On note aussi deux nouveaux personnages, tout d'abord la sorcière qui aide le shérif dans ses plans machiavéliques. Adoratrice du diable, comme on le voit surtout dans les scènes coupées, elle est vraiment très cliché. Étant donné qu'elle est censée lire l'avenir, je me suis demandé si c'était une référence à la fameuse Banshee de la geste médiévale que j'ai évoquée dans l'épisode précédent. Mais clairement, si des recherches sur des costumes notamment ont été faites pour ce film, la connaissance de la légende semble relativement limitée. L'autre nouveauté de ce film, vous vous en doutez, c'est le personnage d'Azim le Mort, joué par Morgan Freeman. Azim sert à la fois à ancrer la légende de Robin des Bois dans un autre espace géographique, puisque le film commence en Terre Sainte, quand Robin et Azim se rencontrent, et il constitue un contrepoint décalé aux autres personnages. Il essuie sans cesse des préjugés racistes, et pourtant c'est toujours lui le plus sage. Et c'est moi le barbare. Les multiples inventions qu'il amène avec lui, parfois un peu anachroniques, rappellent que le peuple arabe était particulièrement avancé scientifiquement au Moyen-Âge. Le personnage d'Azim s'inspire de Nazir, un sarrasin d'une série télévisée. Les producteurs du film avec Costner voulaient littéralement reprendre ce personnage, pensant que Nazir faisait partie de la légende médiévale, ce qui n'est pas le cas. Quand je vous dis qu'au niveau recherche historique, c'est pas trop ça pour ce film. Donc ils ont transformé le personnage pour ne pas risquer d'être poursuivi en justice sur des questions de droit d'auteur. Et c'est tant mieux. Le personnage d'Azim et l'interprétation mémorable d'Alan Rickman en shérif de Nottingham permettent d'oublier certains choix scénaristiques plutôt bizarres. Ne serait-ce que la fameuse sorcière justement, avec toute sa panoplie satanique vraiment too much. Ou bien l'exécution du père de Robin par des hommes dont le costume rappelle celui du Ku Klux Klan. Ou pire. Des Celtes. Vous vous souvenez des Celtes ? Ça, j'avoue, j'ai pas compris. J'ai pas compris l'introduction de guerriers celtes alors qu'on est au XIIe siècle et que les Celtes en tant que tels n'existent plus depuis le 5e ou 6e siècle. Et encore, en Irlande, en Angleterre, ils disparaissent avant. Alors, est-ce une façon de faire un clin d'œil au prince Jean absent ? Prince Jean qui était censé être roi d'Irlande ? Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais les Celtes n'ont d'ailleurs rien de celte. On dirait des sortes de vikings avec des ceintures de catch, et leur chef, dans les scènes coupées, que je ne vous recommande pas, a une chauve-souris empaillée sur la tête. Je vous jure que c'est vrai. A noter que Robin perd ici définitivement son petit chapeau, déjà absent dans La Rose et la Flèche, pour un costume beaucoup plus crédible. En tout cas, le film avec Costner a été un gros succès, à tel point qu'il a eu sa propre parodie. J'ai pas trop parlé des parodies, mais il y en a eu dans les années 80, grâce notamment à la télé. La parodie la plus célèbre est celle de Mel Brooks en 1993, intitulée Men in Tights, les hommes en collant, encore très improprement traduit en Sacré Robin des Bois. C'est une parodie du film de Costner, mais ça ne l'empêche pas de reprendre une des grandes scènes du Robin des Bois de 1938 avec Errol Flynn. Et oui, on y revient toujours.
Il est temps d'arriver enfin au XXIe siècle. Robin des Bois est toujours une figure chérie du cinéma puisqu'il a déjà été adapté au moins 2 fois depuis le début des années 2000, avec des versions qui tentent vraiment de s'écarter de l'histoire traditionnelle, un peu comme La Rose et la Flèche. D'abord, il y a Robin Hood, la version de Ridley Scott en 2010 avec Russell Crowe et Cate Blanchett, et qui se veut une sorte de préquel à l'histoire habituelle de Robin, dans lequel Robin et Locksley sont 2 personnes différentes, ce qui, je pense, est une première. Dans cette version, Robin s'appelle Robin Longstride, ce qui signifie littéralement « grand pas ». Robert Locksley, quant à lui, est un ami du roi qui perd la vie juste après la mort de Richard, et Robin promet à Robert, mourant, de ramener son épée à son père, un père qui demande à Robin de rester et de prendre la place de son fils. Assez peu crédible, on va pas se mentir, mais bon, on ne peut pas nier qu'on est sur un scénario différent de d'habitude. Ridley Scott aime insister sur le côté très historique de ce Robin des Bois, et si c'est vrai qu'il s'inspire d'une réalité historique, la chronologie est, comme dans La Rose et la Flèche, très malmenée, voire complètement fausse. Dans les cartons du début du film, il est quand même noté que Richard est parti 10 ans en croisade alors que la 3e croisade n'a duré que 3 ans. La temporalité de l'histoire de Robin change aussi, puisque Richard est mort depuis longtemps quand Robin devient un hors-la-loi. Bref, passons. Que dire de ce Robin des Bois ? Déjà, vu que c'est un préquel, il n'y a aucune des scènes habituelles ou alors sous forme de clin d'œil. Par exemple, au début du film, on voit Robin jouer au jeu du gobelet type Bonto. Vous savez, ce jeu où on bouge des gobelets et où quelqu'un doit deviner sous lequel se trouve la balle qu'on y a cachée. Robin arrive à tromper Petit Jean et ça finit en baston suite à laquelle ils deviennent amis, un clin d'œil au combat traditionnel au bâton entre Robin et Petit Jean. On oublie définitivement la dimension enfantine de Robin des Bois, Russell Crowe il est pas là pour enfiler des perles ni faire des acrobaties dans les arbres. Par contre, dans ce film, il y a vraiment des enfants qui vivent dans la forêt de Sherwood. Pour l'anecdote, sachez que Robin, dans ce film, est saxon. Alors c'est dit très très rapidement, mais c'est dit quand même. On note aussi une plus grande place occupée par le personnage de Marianne, joué par Cate Blanchett. Depuis quasiment le début des aventures de Robin des Bois au cinéma, on sent bien que les réalisateurs ont galéré pour éviter le syndrome de la Schtroumpfette, Marianne étant toujours le seul personnage féminin important, même si des efforts ont été tentés pour développer le personnage de la suivante, ou pour le Robin des Bois avec Costner par exemple, par la création d'autres personnages féminins comme la femme de Petit Jean. Dans le film de Ridley Scott, Marianne est définitivement une Schtroumpfette, mis à part pour quelques brèves apparitions de la reine Aliénor et d'Isabelle d'Angoulême, la femme du prince Jean. Mais Marianne s'est cependant modernisée, elle se transforme en chevaleresse à la fin du film, dans une bataille visuellement assez improbable, lors de laquelle les Français débarquent en Angleterre, avec les mêmes bateaux que ceux des Alliés lors du débarquement en Normandie. Improbable, je vous dis. Le dernier film, à ma connaissance, est le Robin des Bois de 2018, bien plus improbable, réalisé par Otto Bathurst, avec notamment Taron Egerton, qu'on a pu voir dans Kingsman, et Jamie Foxx. Je sais pas vous, mais moi j'avais jamais entendu parler de ce film avant de faire cet épisode. Clairement, c'est un film qui s'attache à moderniser encore plus le mythe, peut-être un chouïa trop, Le film se passe à une époque indéterminé, bien qu'il y ait des croisades, des chevaux, des arcs et des épées, mais il emprunte aussi un vocabulaire qui nous fait croire qu'il se passe à notre époque, avec des costumes qu'on ne rechignerait pas à porter aujourd'hui, genre des vestes en cuir ou des crop tops, mais aussi et surtout des armes improbables comme des arbalètes mitrailleuses ou des bazookas à flèches. Je vous jure que c'est vrai. Les pauvres gens ne travaillent pas dans les champs, mais dans les mines, et grande avancée, Petit Jean est noir. Une idée originale, même si malheureusement, le scénario qui explique sa présence tient sur un timbre-poste. On a le même problème avec le personnage de Will Scarlet qui, attention spoiler, finit par devenir le shérif de Nottingham. À trop vouloir renouveler la légende, on finit carrément par la dénaturer. En fait, ce film est un mélange entre un Robin des Bois classique, Matrix, Fast and Furious, sur fond de misère sociale à la Germinal, mais avec une esthétique de jeu vidéo à la Assassin's Creed. Le public visé est clairement plus jeune que le public habituel et franchement c'est dommage que le scénario soit aussi mauvais parce qu'il y a des choses intéressantes, comme l'utilisation récurrente de la capuche comme signe de ralliement, même si c'est un peu ridicule de clouer des capuches au mur comme dans le film. Effectivement, Robin a retrouvé sa capuche depuis plusieurs films déjà. Ces dernières années, le personnage de DC Comics Green Arrow, directement inspiré de Robin des Bois et qui lui aussi porte une capuche, a sans doute poussé les réalisateurs à mettre en avant cet élément du costume traditionnel de Robin des Bois.
Plus globalement, la capuche à notre époque fait référence aux sweats à capuche portés majoritairement par les classes populaires et peut parfois servir de référence aux émeutes sociales de cette même classe populaire. De fait, dans le film de 2018, il y a un lien très clair avec la problématique des émeutes à caractère social. C'est pas pour autant que je vais vous conseiller ce film, beaucoup trop improbable à mon goût, et qui réduit la pauvre Marianne, seul personnage féminin du film, à ses grands yeux et son très profond décolleté. Pour terminer, j'aimerais revenir rapidement sur l'utilisation politique du personnage de Robin des Bois. On l'a vu, le thème des Normands qui asservissent les Saxons a été souvent repris. Si les États-Unis s'en sont un peu éloignés quand ils s'emparent cinématographiquement du personnage, ils en conservent toutefois l'idée générale, c'est-à-dire des envahisseurs arrogants et un peuple indigène opprimé, ce qui est assez ironique quand on connaît l'histoire des États-Unis. Le thème de la réconciliation des peuples autour du roi Richard correspondait bien aussi au thème du melting pot, cher à l'Amérique du Nord. Le thème nationaliste est cependant revenu dans les années 90, et il y a en effet un autre Robin des Bois qui est sorti sur les écrans à cette période, en 1995 précisément. Réalisé par John Irving, il reprend l'idée, toujours fausse, d'un Robin des Bois saxon contre les Normands. 1995, c'est aussi la sortie de Braveheart, de et avec Mel Gibson, sur l'histoire du libérateur de l'Écosse, sur fond également de révolte ethnique, un film qui fait la part belle au thème du nationalisme. Quel rapport avec Robin des Bois ? Eh bien, Mel Gibson, pour ce film, a emprunté plusieurs éléments à la légende de Robin des Bois. William Wallace est proscrit et démocratiquement choisi par ses pairs. Tout comme le Robin anobli, il a ses entrées chez ses ennemis, et tout comme Robin considère le prince Jean comme un usurpateur, le roi Édouard Ier est montré également comme tel, puisque celui-ci a déposé le roi considéré légitime. Mel Gibson a ajouté une motivation privée à son héros, la même en partie que le Robin des Bois joué par Costner, la vengeance du père. Bon, par contre, Braveheart est ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire que ce film réécrit l'histoire parce que les vaincus sont montrés comme les vainqueurs. Bref, on a vu au fil de l'épisode que derrière la légende de Robin des Bois, le cinéma cachait parfois des messages à tendance politique en fonction du contexte historique des tournages. Mais le personnage de Robin des Bois est finalement assez peu récupéré politiquement et on peut s'en étonner. Un gars qui vole aux riches pour nourrir les pauvres paraît être du pain béni pour le communisme par exemple, ou plus globalement pour les mouvements de gauche. D'ailleurs, le premier historien du XXe siècle à avoir étudié Robin était marxiste. Il s'appelait Rodney Hilton. En fait, il y a bien eu des théories marxistes sur Robin des Bois, mais elles ne tiennent pas la route parce que Robin veut restaurer l'ordre social et non pas le bouleverser. Robin, encore une fois, est légitimiste. Quand l'autorité supérieure est de retour, il rentre dans le rang. Et c'est sans doute pour ça qu'il n'a pas eu beaucoup de succès en Russie. Après, c'est aussi une question de point de vue. Certains livres sur Robin des Bois ont failli être bannis des écoles d'un district des États-Unis parce que jugés trop communistes. On trouve un Robin beaucoup plus révolutionnaire dans la BD, par exemple sous le crayon de Calvo en 1939, qui fait référence à travers sa BD à la France occupée, ce même Calvo qui est l'auteur de Que la bête meure à la gloire de la résistance. Ouf, ça y est, on est arrivé au bout. Mais quelle leçon tirer de tout ça ? Finalement, on peut dire que Robin des Bois a bon dos. Derrière ce petit archer anglais devenu un véritable archétype entre les mains de Walter Scott, largement aidé en cela par la suite par le cinéma, se cache un personnage ambivalent, à la fois fidèle au pouvoir en place et symbole de révolte. C'est une figure très pratique derrière laquelle on peut mettre un peu tout ce qu'on veut et derrière laquelle on a mis qui on voulait, comme par exemple le bandit Jacques Mérine, qui était surnommé le Robin des Bois français, alors qu'il n'y a aucune comparaison possible. Le mythe de Robin des Bois nous parle de la façon dont nous sommes reliés à notre environnement et laisse fantasmer une résolution des conflits sans besoin de changement structurel. Bandit tout court dans les textes médiévaux et bandit au grand cœur à Hollywood, il reste toujours ce qu'on appelle un héros liminal entre respect de l'ordre établi et transgression. Il représente aussi et surtout un idéal de solidarité et de révolte contre des règles ressenties comme oppressives, une sorte de mythe anti-autoritaire qui nous rappelle qu'il y a toujours moyen de lutter pour rétablir un monde plus juste, et je pense que c'est là la leçon de cette légende transformée au fil des siècles, une leçon malheureusement bien d'actualité. C'est la fin de cet épisode, de ce double épisode même.
Merci de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous aura plu. Maintenant, vous êtes absolument incollable sur Robin des Bois. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à noter l'épisode sur les plateformes qui le permettent. Ça permet de faire remonter le podcast et de le rendre plus visible. Pour d'autres infos sur Robin des Bois, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, Instagram, Blue Sky et Mastodon. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.